Bonjour Reza, Bonjour Anne. c'est un honneur de vous recevoir. Merci Vraiment. beaucoup. C'est un honneur pour nous aussi de vous accueillir ici. Et oui, on est dans votre atelier aujourd'hui, dans le 19e arrondissement, pour pouvoir parler de photographie. C'est les 200 ans de la photographie en France, mais vous êtes un photographe humaniste, idéaliste, qui avait un souci de la transmission. Et aujourd'hui, il y a des expositions qui auront lieu au printemps autour de votre travail à Venise et aux États-Unis. Mais j'avais surtout envie de démarrer cet entretien avec l'actualité très forte qui nous entoure autour de votre départ en 1979 de l'Iran, aujourd'hui ce qui se passe dans votre pays et cette manière d'avoir laissé l'architecture de côté pour aller vers la photographie comme un acte de résistance. Qu'est-ce que cette période actuelle parle de vous et de cet acte de résistance que vous avez alpagué, mais très jeune, à l'adolescence? Oui. En réalité, je suis pas parti de l'Iran volontairement. J'ai été obligé avec l'arrivée de la République islamique d'Iran et leur premier acte anti-artiste, anti la liberté d'expression et surtout mes photographies. Mes premières photographies qui montraient dans la presse internationale l'exaction qui la République islamique d'Iran y commençait à commettre contre son peuple, contre les Kurdes, contre les Azerbaïdjanais, contre les Turkmènes, contre les Baloutches, dès le premier mois de prendre le pouvoir. Et en tant que citoyen, en tant que, je dirais, un jeune photographe, architecte, où j'avais mis l'idée de dire que pendant un moment, je vais juste faire de photographie en laissant l'architecture de côté, jusqu'à ce que la révolution arrive à son fin, qui était un pays libre, démocratique. Et ensuite, les événements, ils ont fait que mes photographies, c'était les premières photographies qui ont montré au monde que ce régime, c'était pas du tout ce qu'il montrait quand il était avant le prendre le pouvoir. Bien sûr. Et qu'avec la prise de pouvoir, ils ont montré un visage complètement dictatorial, et que maintenant on voit le résultat de après 47 ans. Donc, j'ai dû quitter l'Iran presque le dernière minute avant que je sois arrêté, Bien avant sûr. que je sois mis en prison et certainement exécuté. Ouais. Et depuis, je continue, et ce que je continue, c'est la même chose pour laquelle j'ai commencé la photographie dès le bas âge. Il y a une force incroyable que je sentais dans la photographie et pouvoir presque montrer ou transmettre une idée, une image. C'était ça. C'était ça votre ambition première. C'était exactement ça. À l'âge de 13 ans, vous voyez, aujourd'hui, j'ai 73, presque 74. Oui. Ça va faire 60 ans. Exactement. Et ça n'a pas changé, c'est-à-dire, après tant d'années, je dirais que je suis encore de plus en plus convaincu que le choix que j'avais fait, c'était une bonne choix, parce qu'on voit aujourd'hui le rôle de la photographie dans le monde, le rôle de photographie dans toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu autant de photographies pour voir continuer le monde. Et c'est là où le concept, pour moi, de dire que la photographie deviendrait un des éléments très importants d'éducation, de l'histoire, ça révèle que c'était vrai. Et voilà où je suis après tant d'années avec tous ces livres, des expos et autres. Donc ça permet de résister et ça permet de témoigner, d'humaniser et d'avoir une conversation avec les différents peuples du monde qui soit une conversation très différente de la conversation médiatique et des récits qui peuvent être proposés par les médias. Vous avez travaillé pour différents médias, on va les citer, il y en a plein, National Geographic, Time Magazine, Stern, Newsweek, El País, Paris Match, Géo, et trois petits points.
les médias aujourd'hui ont tendance justement à se radicaliser, à avoir peut-être une idéologie et à confondre parfois communication et information. Vous vous informez. Donc, avec tout ce travail pendant ces 60 années, comment vivez-vous l'évolution du narratif médiatique en comparaison de ce que vous amenez comme réalité du terrain? Il faut savoir que tout ce qui se crée dans le monde, dans l'histoire, une grande partie, c'est toujours par la bonne volonté. Oui. Mais après, au fur et à mesure que ça devienne quelque chose différent, et que des fois ça devient quelque chose qui va complètement la contraire de ce pour lequel était créé. Les médias, c'est une de ces phénomènes pour moi. Oui. De Émile Zola, le départ, je dirais, idéologique ou idéal de médias où c'était devenir un vrai élément, informer les gens, d'expliquer ce qui se passe, de devenir le vrai élément d'information. Et de pédagogie. Éducation, qui est démarré par Émile Zola. Voilà, aujourd'hui, aussi bien en France que aux États-Unis, que dans tous les pays Europe, qu'est-ce qui s'est passé avec ces médias? Très simplement, l'exemple de la France, je vous le dis, ce que je connais, mais étant donné que depuis 47 ans, je voyage presque de plus de centaines de pays, donc cet exemple de la France et médias, c'est la même chose presque partout. Partout? D'accord. Plusieurs centaines de médias aujourd'hui en France, plusieurs centaines. Si vous enlevez les quelques médias étatiques, Agence France Presse, France Télé et autres, tout le reste, c'est dans le domaine privé. Et presque 95% de ces médias privés en France, c'est géré par 8 ou 9 personnes. Ces 8 ou 9 personnes, qu'on les connaît tous, ne sont pas des bienfaiseurs pour l'humanité. Ce n'est pas pour faire du bien pour l'humanité qui ont mis la main sur les chaînes de télé, sur les plus grands journaux de France et autres. C'est parce que chacune de ces personnes, ils ont une idée, ils ont une agenda politique ou non politique ou commercial, et que ces médias, ça doit servir à leur volonté. Vous voyez? Bien sûr. Donc, moi, quand je rentre de terrain aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, j'arrivais avec les photographies, les histoires, que j'étais témoin, et les journaux, ils publiaient ce que moi j'avais vu. Aujourd'hui, ça n'est plus la même chose. C'est plus le même rapport. C'est plus le même rapport. C'est que les journaux, les médias et autres, au départ, ils sont au service de ces 9 personnes. Et la même chose aux États-Unis, c'est le même groupement. En Allemagne, c'est la même chose dans tous les pays. Donc, le média a perdu cette essence de proposer la réalité. Ah, complètement. En tout cas, la réalité du photographe, ce que vous amenez du terrain. Il y a aujourd'hui des guerres partout, quasiment. Il n'y a jamais eu autant de guerres en même temps. L'Iran est vraiment dans tous les esprits aujourd'hui. Malheureusement, Exactement. Et vous venez de là, vous êtes iranien. Quand du coup vous proposez vos photos aux médias sur une guerre comme celle-ci, qui est concurrencée dans le récit par les réseaux sociaux. Parfois, on prend des images, même dans les journaux, d'anciennes guerres qu'on confond avec l'immédiateté. Donc, comment ça fonctionne? Vous arrivez avec vos photos, qu'est-ce qu'on vous propose? De changer le narratif, parce que vous prenez une photo, vous captez l'immédiateté. Et alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Prenez plutôt comme ci ou comme ça. Non, on peut raconter plutôt les choses de notre manière. Est-ce qu'on vous le dit franco? Ou c'est une manière comme ça de... C'est beaucoup plus compliqué que parce que j'imagine, bien sûr. Il y a jamais une confrontation directe, oui ou non. C'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez. Donc, comme je vous disais, vous pouvez, dans le même pays, en France par exemple, vous prenez le même jour Libération et Figaro, et Le Monde,
et vous lisez l'histoire qui raconte sur un seul conflit, et vous allez croire trois histoires différentes. Vous allez croire que c'est trois conflits différents. Voilà, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir de ce moment où tout change et que nous, les hommes ou les femmes de terrain, on sait plus comment on peut montrer ce que vraiment nous avons vu. Donc il y a une frustration. Frustration, plus que frustration, ça veut dire le fait de dire que les médias ne sont plus ce qu'ils étaient. Oui, il n'y a plus de médium, de lien entre un fait et le peuple. Ouais, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Et au début de réseaux sociaux, nous avons aussi, comme le média, on s'est dit bon on va avoir chacun notre média. Comme ça, on n'est plus dans les mains des intermédiaires quelque part. Mais les mêmes le pouvoir, la même logique, bien sûr. Le même pouvoir, le même pouvoir économique ou social ou politique qui gère tout ça. Les GAFAM, ils ont toujours ils ont compris ça aussi, donc ils ont dit on va aussi les bloquer. Et vous les bloquez, comme vous le savez, c'est devenu encore plus facile de bloquer une compte de quelqu'un dont les avis ne va pas dans la bonne direction de selon eux, ou des fake news qui est devenu de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, et la multiplication surtout de ces bots et les comptes complètement bien sûr, des faux comptes, des trolls, des trolls, bien tout sûr, ça. Bien Donc, sûr. on est rentré dans l'ère de la post-vérité, d'un récit qui n'est pas réel. Ah, complètement. Et donc parce que l'agenda économique l'emporte. Donc notre travail, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile que celle qui était il y a 40 ans, où on arrivait devant le magazine National Geographic ou Time ou Paris Match. Voilà la photo, voilà ce que j'ai vu, et voilà l'histoire, et c'était imprimé, et il y avait une déontologie journalistique qu'on ne pouvait pas dépasser. C'était, vous voyez? Oui, je comprends. Ça fait 47 ans que j'étais partout dans toutes les histoires, les photographies, écrire, montrer. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule point où quelqu'un a pu mettre en disant ce que vous avez dit c'est faux, ou ce que vous avez dit c'était pas vrai. Bien sûr. Ça fait 40 et quelques années. Et donc, je garde cette vision d'ontologie journalistique. Bien sûr. Justement, pour dire que il y a quand même une vraie travail des professionnels, des gens qui ont un autre regard vers l'humanité, et Dieu sait combien c'est difficile dans tous les domaines, aussi bien sur le terrain qu'après terrain. Il y a eu des moments où pendant des mois j'ai travaillé sur un projet, et comme ça allait pas dans la direction politique de pays ou de journal, ils ont complètement refusé, mais 100% de publier, parce que je montrais quelque chose qui était contre la narration que le souhaitait. Et il y a du coup beaucoup de travail autour de votre production. Il y a les livres, il y a vos médias que vous utilisez, les expositions, aussi la formation à travers les ateliers de Reza. Donc c'était une volonté justement de construire différents parallèles, différents vecteurs pour communiquer auprès d'une jeunesse qui a besoin aussi d'être formée à l'image. Comment est-ce que est née cette envie de discuter avec les plus jeunes pour convaincre et défier les médias d'une certaine manière? Moi, ça fait partie de même histoire. C'est-à-dire, très simple, à 13 ans, un enfant dans la ville de Tabriz, en Iran, il commence à se dire, la photographie, c'est quelque chose d'important. C'était un peu comme l'AI pour un jeune aujourd'hui, pour moi. Oui, je comprends, ça a été une révélation incroyable. Votre IA, c'était la photo à 13 ans. Ah, complètement. Et donc, de se mettre à apprendre, même si fait des études d'architecture ou d'autres, mais finalement, l'importance de la photographie aujourd'hui, c'est quoi? C'est la photographie, c'est le langage universel. On parle à le monde entier. J'ai fait plus de 300 expos
dans 100 pays du monde. Et chaque fois, pour moi, le plus important, c'était de voir quelle est la réaction des gens, des Africains, des Asiatiques, des Européens, des Américains, tout, de Japon en Chine, à Ouagadougou, ils ont eu la même réaction. Donc, à partir du moment où on est rentré dans une ère où langage universel, d'ailleurs, un très bon exemple, le premier alphabet, un des premiers alphabets, c'était le hiéroglyphe, c'était l'image. Tout à fait. N'est-ce pas? Bien sûr. Et c'était créé parce qu'il y avait énormément du monde, des différents qui venaient en Égypte pour travailler. Il fallait créer quelque chose avec l'image. Aujourd'hui, quel est le langage où tout le monde l'utilise? C'est les emojis. Emoji, c'est hiéroglyphe de notre temps. Oui, on est arrivé après 5000 ans de nouveau à créer un langage commun. Parce qu'on est en train de créer aussi des autres pyramides, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc, il fallait alphabet commun pour ces nouveaux constructeurs de pyramides. Et ça, c'est les emojis. Très juste. Ça montre l'importance de l'image. Et très vite, quand j'ai vu l'impact que moi, même toute seule, avec mes photographies, je pourrais avoir dans le monde, vous voyez, pendant la révolution en Iran et après, j'avais accès à plus de 20 000 journaux et magazines à travers mes photographies qui est distribuées par des agences SIPA Presse, une agence photographique avec qui je donnais mes photographies. Je me suis rendu compte que tout seul, j'arrive à avoir les publications dans 20 000 magazines et journaux du monde. Et pas les moindres. Ah oui, j'ai cité, hein. C'est pas les petits, hein. Voilà. Grosse diffusion. Partout. Et très vite, je me suis dit, qu'est-ce qui fait la différence entre mon travail et tous les photographes, français, anglais, américains et autres qui viennent photographier en Iran. Ça, c'était la première question. Et je me suis dit, une des premières différences, c'est que moi, je suis local. Je connais les codes. Je sais ce qui se passe. Eux, ils viennent pour 3 jours, pour 4 jours, pour une semaine. Ils ont une mission, ils photographient, ils rentrent. Et donc, à partir de ce moment, je me suis dit, pourquoi ne pas former des gens, des hommes et des femmes surtout, dans les endroits où il vit une guerre, où il vit un conflit. Pourquoi ne pas leur donner des moyens que eux qui vivent constamment pendant des mois ou des années de cette histoire, ils puissent raconter leurs histoires. Très bien. D'où mes premiers cours que je commence en 1983, ça veut dire à peine j'ai commencé mon travail dans le camp de réfugiés à Afghanistan, au Pakistan. Je commence à former les réfugiés à la photographie. Je me souviens même en 83, la ville de Peshawar, où il y avait les réfugiés, toute une petite ville avec une seule route et 3 boutiques de photos que je trouve. Ils avaient 5 appareils photos dans toute la ville, petite, et une vingtaine de rouleaux. J'achète tout de ma poche et je vais former, donner ça aux quelques réfugiés afghans, qui étaient des poètes, des écrivains aussi, mais réfugiés. Oui, je comprends. De là, j'ai continué ce travail dans le ghetto de l'Afrique du Sud, de former le premier photographe noir en Afrique du Sud, qui est devenu après premier photographe de Associated Press africain travaillant pour Associated Press. Après, c'était Philippines, après, c'était dans le pays ex-Union soviétique, Azerbaïdjan. Et je continue jusqu'à arriver à un moment en Afghanistan, en 2001, je sens que le pays est tellement pris sous Taliban, il n'y a plus un journal, plus une seule radio de Taliban et rien du tout d'autre. Et c'est là où je lance une association, la première association, en 2001, en exil, mais que quelques mois après, il va s'installer à Kaboul, au nom de Aïna. Aïna, ça veut dire le miroir en afghan. D'accord. Oui, miroir. Et le concept, c'était, je vais créer
même si le pays est en guerre, enfin, même si c'est ruiné, même si les gens ont besoin de manger, mais si on dit démocratie, démocratie, ça vient par le média libre et indépendant. Bien sûr. Donc, où sont les journalistes? Personne. Oui. Et je vais chercher à Kaboul les grands journalistes de renom. Il y en a un, je trouve, en train de vendre des cigarettes au Carrefour. L'autre est en train de travailler dans un restaurant. L'autre, vous voyez, je réunis tout ce monde. Bien sûr. Tes compétences journalistiques. Et je crée le première faculté de journalisme à but non lucratif en Afghanistan avec, enfin, jusqu'à l'arrivée de Taliban en 2019, nous avons formé plus de 1 millier de femmes afghanes au métier de journalisme, à l'écrire. Ouais, c'est formidable. Vous voyez, on a maîtriser leur récit par la formation et la compétence. Ah, complètement. Ouais. On a créé le premier magazine pour les femmes en Afghanistan. Okay. En 2002. On a créé la première radio pour les femmes en Afghanistan, même dans le monde, qui s'appelait La Voix de femmes afghanes. Ça, c'est la première radio qui a émis pendant 20 ans dans tout Afghanistan, et c'était que des femmes qui travaillaient. Donc, j'ai repris, tout en faisant mon travail photographe, en utilisant une grande partie de mon temps et mes revenus pour créer, donner la formation à ces femmes, à ces hommes en Afghanistan. Et ensuite, c'était Rwanda et Burundi, après les génocides. Pareil, la même histoire, la formation des réfugiés. Il y a la guerre en Irak, l'arrivée des réfugiés irakiens en Jordan. Je vais former les jeunes Irakiens réfugiés là-bas. Il y a la guerre ensuite, le dernier au Kurdistan, et arrivée de l'État islamique. Donc, je vais former aussi des enfants réfugiés dans 3 camps. Et en même temps, je sais que dans nos pays, ce genre de guerre, c'est pas seulement dans les camps de réfugiés. Certains de nos banlieues que je fréquente, que je vois, des fois, les conditions de vie, c'est plus aussi que dans les camps de réfugiés. Ouais. Bien sûr. Avec tous ces jeunes décrocheurs d'école, avec beaucoup des jeunes qui sont rentrés dans ces histoires de drogue et autres. Donc, je lance les ateliers de Reza. Voilà. Dans les banlieues, et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de 15 banlieues en France, un banlieue en Sicile, en Italie, et 3 banlieues dans le Buenos Aires, en Argentine, où les jeunes sont devenus eux-mêmes, avec un appareil dans la main, et formation que je leur donne, parce que donner un appareil à quelqu'un sans... Il faut éveiller le regard. Il faut éveiller, voilà. C'est un peu... c'est comme si vous donniez un très bon stylo et un très joli carnet à quelqu'un qui est illettré. Oui. Ça sert à rien. Non, vous donnez les codes. Il faut qu'ils apprennent à photographier, il faut qu'ils apprennent comment cadrer, qu'est-ce qu'ils racontent. Et ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent montrer. C'est ça qui est le plus important. Ouais. C'est ça que j'essaie de réveiller dans ces jeunes aujourd'hui. C'est une initiation, c'est vraiment une volonté de transmission. C'est noble. Parce que ça fait partie, le même idée, le même concept dès le début. Mais oui. La photographie est devenue aujourd'hui l'art majeur. Oui, bien sûr, bien sûr. Le monde entier aujourd'hui, il apprend des choses, même scroller comme vous le dites. On a tous un téléphone. On voit les photos. Il y a aussi le cinéma. Je reviens au cinéma de façon générale, mais chacun sait, quand il me suit, que j'aime beaucoup le cinéma iranien. Et ces endroits qui ont connu et qui connaissent aujourd'hui la guerre se forment aussi à l'image à leur manière, en mettant en scène leur propre histoire, leur propre douleur. Il y a des réalisatrices, beaucoup de réalisatrices qui racontent ces récits. Donc c'est une manière aussi pour vous de lier votre art à cette modernité qui est on enferme une histoire à travers l'image. L'image peut être statique comme celle de la photo, mais elle peut être aussi cinématographique. Ça participe aussi de votre travail justement en tant qu'Iranien, citoyen, idéaliste, humaniste, de raconter l'histoire sous toutes ses formes, avec le cinéma aussi. Ce n'est pas pour vanter de la photographie, mais on dit que la photographie c'est le grand-père du cinéma. Voilà, c'est ça.
Ouais. Ça. Et même des fois, j'ai beaucoup d'amis réalisateurs de beaucoup de nationalités différentes, et ou même des réalisateurs de directeurs de théâtre. Et beaucoup ils m'ont dit, mais tu sais Reza, tes photos sont le début d'un film. On peut prendre certaines de tes photos et après créer un film. C'est le cadrage d'ailleurs dans le théâtre du Soleil, par Ariane Myushkin, il avait une de ses grands théâtres sur Afghanistan. Le début de chacune de ces actes était une de mes photos. Ouais, elle avait commencé par mettre une de mes photographies en Afghanistan en 3 dimensions, en créer la photo, et après l'histoire, ça partait de là-bas. Pour dire que la photographie, le cinéma, la musique, l'image, le théâtre, enfin tout ça, ils ont un seul but, et c'est une meilleure compréhension du monde. Parce que on défendra quelque chose qu'on le connaît. On défendra quelque chose qu'on aime. D'où tout ce que moi j'ai fait avec mon travail, c'est de faire, de créer ce lien entre les peuples, de ce lien entre l'autre, que l'autre ne devienne pas étranger. Que quand on regarde les Afghans, ou les Libyens, ou enfin les gens que je montre, de sortir de ce schéma que malheureusement idéologiquement ou politiquement de plus en plus est montré pour faire peur aux uns et aux autres, en disant c'est les étrangers, c'est les étrangers, c'est les immigrants, contre l'exclusion de toute manière. Or la photographie, l'image, le cinéma, l'art en général, il faut qu'il joue ce rôle, que quand vous vous trouvez devant une photo des Afghans, c'est ou je sais pas, enfin dans n'importe quelle partie du monde, ne vous trouvez pas devant un étranger. Oui, faut qu'on se sente concerné. Et que une empathie, voilà. Voilà, qu'on se sente une concerné, empathie. bien sûr. C'est ça l'ensemble de mon travail. C'est expliquer ce que j'ai vu, montrer ce que j'ai vu. Humaniser. Humaniser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le début de toutes les guerres, une chose que les belligérants, ils le font, c'est déshumaniser l'autre. Bien sûr. Ah, c'est un animal, il faut le tuer. Plus facile de le tuer. C'est des animaux. Bien sûr. C'est des gens. Bien sûr. Ils comprennent rien. Ils sont différents et Bien tout. sûr. Et à partir du moment où ça commence à rentrer dans la tête des gens, et ben, ça devient plus facile pour le soldat de tirer. Ouais, malheureusement. Exactement. Il y a des photos, vous êtes le père de photos symboliques incroyablement fortes. Est-ce que j'oserais vous demander si vous en avez un top 3, si vous avez 3 photos que vous avez adorées, dont on vous parle encore aujourd'hui, qui sont les plus connues, ou est-ce qu'il y a des photos qu'on pourrait montrer justement à l'antenne, plus discrètes, que l'on connaît moins, mais pour lesquelles vous avez un coup de cœur? Là, vous me c'est posez une question difficile. Je sais. 60 ans, vous imaginez? Non, vous avez vu mes archives, là? Oui, on a vu un petit peu. Vous savez, il y a combien de photos dedans? Oui. C'est pour ça que je vous pose une question. 2 500 000. Voilà. Bon. Donc, impossible d'en choisir. 2 500 000 photographies dans mes archives. C'est plutôt, je demanderai à vous, en disant, voilà, quelle est la photo qui vous plaît pour que je puisse vous expliquer. Mais la photo enfin, une de mes photos, je sais que ça a eu une grande influence dans le monde, c'est le portrait de commandant Massoud. Ouais. Elle était juste là, lorsqu'on a la chance de tourner dans votre atelier, et elle était recouverte de papier bulle. J'avais envie d'arracher tout le papier bulle, mais bon, elle est pas pour moi. Voilà, j'ai compris qu'elle était pas pour moi. Et elle était juste là derrière vous, et elle est magnifique, je comprends. Et vous comprenez que ça ait atteint, que cette photo ait atteint à ce point, cet impact, le monde entier? Je vous demande à vous, là, ou tous ces gens, l'impact de ce portrait, historiquement, c'est encore à étudier, mais ce que moi j'ai essayé de montrer dans mes photographies, c'est aussi arriver à capter l'âme et la personnalité. Et Massoud, c'était une de ces personnages qui ont eu un impact
incroyable dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire tout court. Oui. Souvent, moi je dis, c'est l'homme qui a fait tomber le mur de Berlin. Et c'est vrai quelque part. D'ailleurs, je me souviens une des toutes premières conversations avec lui en 1985, que je venais de le rencontrer, quelques semaines après, le moment où j'ai fait cet portrait, nous étions tous les deux cachés dans une grotte sous les bombardements massifs, et on continuait à discuter. Et il avait une telle confiance en ce qu'il fait. Imaginez l'homme qui est au fin fond d'une grotte et que tout le pays est complètement dévasté et occupé par l'armée soviétique, par les Russes et par l'armée d'Afghanistan pro-russe. Et lui, c'est le seul avec quelques centaines à se battre avec une confiance. Il me dit, vous savez, ça, on est en 85, je vous dis, dans 5 ans, il y aura plus l'Union soviétique. Oui, donc c'est un visionnaire. Et au début, moi, je crois que le pauvre, il sait pas ce que c'est l'Union soviétique, il connaît pas il est dans la grotte, il sait pas. Il sait pas. Et je lui dis, mais comment, pourquoi vous dites ça? À peine j'ai pu me garder de rire, vraiment. Mais pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, vous savez, ce qui tient l'Union soviétique, c'est l'armée. Et moi, ça fait 3 ans, j'ai l'œil sur cette armée. Je vais le battre. Je sais que je vais le battre. Et le jour où je vais le battre, et que tous les habitants de l'Union soviétique, ils vont savoir que leur armée était battue par nous, et ben ils vont soulever et c'est la fin. Et c'est ce qui est arrivé. Parce qu'il disait, il me faut 5 ans pour battre cette armée. En 85, le dernier soldat russe a quitté Afghanistan le 25 février 1989. Incroyable. 25 février 89. 10 mois après, en novembre 89, le mur de Berlin est tombé. Oui. Donc il y a des personnes qui sont comme ça, et vous en avez rencontré plein, des missions, qui ont une mission, et qui vont au bout et qui sont convaincus. C'est peut-être ça qui est attrapé dans ce portrait, et qui fait qu'on reste subjugué par le regard. C'est ça que les gens ils ont quand ils regardent ça. Ouais. C'est incroyable qu'avec une photographie, vous arriviez à capter la biographie et les convictions d'un être humain. C'est un vrai talent. Mais c'est aussi une mission qui est la vôtre, parce que à 13 ans, c'est quand même, on dirait aujourd'hui, TDAH, HPI, voilà, enfin, c'est incroyable. C'est, vous étiez fait peut-être pour l'architecture, mais en tout cas, on en a décidé autrement. La vie en a décidé autrement, pour notre plus grand bonheur. Et vous avez 2 mantras. Je vais finir cet entretien avec ces 2 mantras. Saint-Exupéry, bon, l'essentiel est invisible. C'est invisible. Il faut voir avec le cœur. Ouais. 2e mantra, tu n'es plus une victime, tu es un témoin. Ouais. Parlez-moi de ces 2 phrases-là. Je les aime. On est dans l'ère de la victimisation. J'aime ce que vous dites là-dessus. Et la photographie, vous nous l'avez dit, est une façon de témoigner et redonne la parole à celui qui ne peut pas parler. Parlez-moi de ces 2 mantras-là, l'un après l'autre. Saint-Exupéry. Quelque part, la deuxième, oui, c'est que à partir du moment où on se sent plus le victime, oui, on prend ses droits. Ouais, moi, j'ai toujours dit à tout le monde, ne marchez pas courbé, marchez tout droit et regardez les autres en face. Dans le même niveau. Parce que chaque être humain, pour moi, c'est en soi-même, elle a toute l'humanité. Vous savez, je lis beaucoup Rumi. Et quelque part, Rumi, il a aussi une phrase qui m'a beaucoup touché, et c'était que dans chaque goutte de l'océan, il y a tout l'océan. Et moi, je fais ça pour l'histoire de l'humanité. Je dis que dans chaque être humain, il y a toute l'humanité. Et c'est vrai ça. Ouais. Parce que derrière chaque porte, il y a toute l'histoire de l'humanité. Il faut juste savoir comment ouvrir la porte.
Voilà. Et c'est le tout, c'est dans ces petits trucs. Comment ouvrir une porte pour voir tout ce qui est derrière. Derrière. Ouais. Ça, c'est une des façons où je mène mon travail dans relation avec les histoires, avec les êtres humains. Donc, être témoin, ça donne presque cet concept que le témoin pour qui? Pour l'humanité. Bien sûr. Donc, il vient la mission, il vient la responsabilité. Je suis témoin de ma vie seulement. Ce que je dis des fois aux jeunes qui disent « Moi, je veux devenir journaliste et je vais partir aller faire les guerres. » J'ai dit « Non, non, non. La première guerre, c'est devant chez toi. Fais déjà le premier sujet sur toi-même. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, montre déjà. Ça, c'est un reportage. Ah ben oui, mais je vais aller je veux faire la guerre. J'ai dit non, non, non. Commence déjà devant chez toi, l'épicier en face de chez toi. Là. Fais un reportage sur l'épicier. Bien sûr. Et on verra ce que tu. Bien sûr. Donc ça c'est le premier. La deuxième, c'est vrai, c'est que un appareil photographique, c'est comme une plume. Ouais. La première fois qu'on invente la plume, l'écriture, on les appelle les scribes, vous voyez, l'écrivain. Oui. Parce que il a fallu des milliers d'années pour qu'on voit que tous les gens qui ont la plume dans la main ne sont pas des écrivains. Il y en a un qui est comptable. Il y a un autre qui est comment dire, journaliste, écrit journalistiquement. Il y a un qui écrit la poésie. Il y a un qui écrit des nouvelles, des romans. Donc, chaque personne utilise pour ses besoins à sa manière. La photographie, c'est la même chose. Mais il y en a qui photographient, que leur photographie, c'est la poésie. Il y en a qui photographient pour montrer les chaises et comment dirais-je, les meubles d'une usine de fabrication de meubles pour faire le catalogue. Ça aussi, on dit, c'est un photographe. Il y en a qui font les photos de mode, on dit c'est un photographe. L'autre, donc, or, c'est mentalité différente. Bon. Dans ce que moi je fais, et je fais référence à une des grandes maîtres, nous, les photographes comme moi, Henri Cartier-Bresson. Bien sûr. Et qui dit, voilà, la bonne photo, c'est quand le cœur et le cerveau, comment dirais-je, sont alignés. Ils sont tous alignés dans le même axe. Voilà, exactement. Et je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que ce que Saint-Exupéry dit que l'essentiel est invisible à l'œil. Voilà. Donc l'œil, le cerveau et le cœur, il faut que tu le trois, tout soit relié. Ils soient reliés pour faire la photographie. Voilà. C'est formidable. Il y a une phrase de vous aussi. La photographie est au service de l'humanité. Ah, complètement. C'est la façon où je le fais. Sinon, il y avait un article dans Paris Match qui disait que on comprend pas Reza avec le talent qu'il a. S'il était assis à Paris devant le podium photographier les modes, au lieu d'aller photographier les bombes, il aurait gagné 10 fois plus et resté à Paris. Mais moi, j'ai choisi 10 fois moins ou 100 fois moins et raconter l'histoire de l'humanité. Exactement. C'est vraiment magnifique. Vraiment, bon, évidemment, il y a cette dernière question sur votre optimisme ou pessimisme ou réalisme autour de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Voilà, comment est-ce que vous imaginez les quelques semaines qui vont arriver? Et avant votre réponse, je voulais vous remercier de tout cœur d'avoir accepté cet entretien, parce que c'est important d'entendre votre voix. Moi, je me bats et c'est mon combat toute la journée et je m'engage beaucoup pour que justement le travail qui est le vôtre soit vu et entendu dans une période où on confond encore une fois information, communication et où les images sont partout et qu'on manque parfois de codification. Donc vraiment merci. Merci de votre temps aussi et l'équipe. Équipe géniale d'Elmania et d'Écran de Veille, vraiment.
parce que nous, on sait très bien que on se trouve devant le projecteur, mais derrière, il y a tous ces hommes et femmes qui font un travail extraordinaire et que sans eux, et sans leur passion, nous, on n'aurait pas pu faire ça. Exactement. J'ai adoré cette conversation. Merci beaucoup. Ouais. J'ai pas envie de faire clap fin, mais on est obligé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir de voir. Merci. Bravo. Vraiment, merci.